Intervenir, je voyais Olivier Grimbert prendre des notes et puis réagir. Olivier, du coup, c'est à vous de venir pour clore cette matinée. Alors, vous choisissez, on a un pupitre, on a un totem. Venez, prenez place. Alors, voilà, pour clore cette conférence, cette première partie de journée. Merci. Quelques mots peut-être à chaud d'abord parce que j'ai beaucoup apprécié les échanges qui ont eu lieu. Et je voulais, même s'ils ne sont plus là aujourd'hui, remercier le ministre d'avoir bien accepté de venir ici témoigner l'importance que revêtait pour lui un des 3 piliers qu'il a indiqué, qui était l'inclusion sociale au sein de la problématique numérique globale. Il n'a pas dit que c'était la première, il n'a pas dit que c'était la moins dernière, c'est un des 3 piliers. Et il paraît que les tabourets qui ont 3 piliers tiennent mieux que quand ils en ont un seul ou deux. Donc c'est clairement pour lui une problématique qu'il a mis en exergue et c'était vraiment très intéressant de l'avoir. On ne savait pas exactement ce qu'il allait dire, mais il a parfaitement intégré notre problématique dans son discours introductif. Et puis remercier également les intervenants en tout premier lieu, les 2 patrons d'entreprise qui étaient là. Antoine Frérot qui nous a fait le plaisir de venir quelques instants et de nous dire à quel point le groupe qui vous accueille aujourd'hui est impliqué dans cette démarche-là, et pas simplement à travers l'EPIF, mais à travers l'ensemble de la problématique sociétale et l'ancrage territorial, et Monsieur Mouloubou que beaucoup d'entre nous connaissons, parce qu'il était président de l'EPIMS avant et qui va redevenir président de l'EPIMS après. Il change de job pour être président de l'EPIMS à chaque fois. Faut pas lui dire, je saurai que c'est vous. Mais non, au-delà de la boutade, vous avez senti sa foi et sa conviction là-dessus. Et puis l'ensemble des représentants des différents types d'acteurs. Je ne vais pas tous les citer, commencer par Madame de France Médiation qui a parlé avec beaucoup de passion de cette problématique-là. Donc merci et merci à vous tous d'avoir apporté votre témoignage. Alors quelques mots de synthèse plus que de conclusion. Moi j'ai plutôt envie de dire d'introduction pour la suite. Le premier point c'est de dire que quand j'ai discuté avec Jean-Hugues de quelques mots que je pouvais dire, il m'avait mis des mots très percutants. Il avait mis lost in transition, non pas translation mais transition. Je me suis demandé si c'était Lost in Transition pour cette problématique de la matinée ou c'était Lost in Inclusion ou Lost in Web. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un peu des trois. Et je trouve que tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui montre on s'est cherché pendant un moment à savoir ce qu'on devait faire. On est convaincu qu'il faut faire et on s'est mis en ordre de bataille pour faire. Alors, je repars d'un mot du médiateur des droits, défenseur des droits, pardon. Médiateur des droits, c'est un faux ami, qui dit que la digitalisation est un facteur de non-recours aux services publics et aux droits. Cette phrase, elle est forte. Elle est forte parce qu'elle résume bien l'ensemble des choses qu'on s'est dites ce matin. La digitalisation, elle a évidemment modifié notre mode de fonctionnement, le mode de fonctionnement au quotidien pour accéder au savoir, aux cultures, aux droits. On l'a beaucoup dit. L'ensemble des parties prenantes s'y attelaient et parfois avec maladresse. Ça a été rappelé à l'instant. Les services de l'État, les collectivités, les opérateurs publics ou privés, tous ont inclus cette notion de digital dans l'ensemble de la problématique de l'accès aux services et aux droits. Pas qu'aux droits, mais aussi aux services. Et la vie de la plupart des usagers, il ne faut pas l'oublier, a été grandement facilitée. Grandement facilitée. Et c'est de là-dessus qu'est partie une partie de l'ambiguïté du discours de départ. Grandement facilitée parce que il n'y a plus de dimension de temps, il y a une rapidité, il y a une souplesse. Et donc, une partie de ça est vraie. Sauf que la digitalisation ne favorise pas l'inclusion de tous, on le sait bien. Elle peut au contraire, et ça a été très bien souligné cette matinée, c'est pour ça que je voulais le mettre en exergue, mais vous l'avez tous intégré, elle ne facilite pas, mais elle peut surtout accentuer les inégalités. Et j'ai parlé tout à l'heure, M. Mouloubou, avec ses mots, et chacun d'entre nous, on l'a dit, elle multiplie ce facteur d'inégalité. Elle ne les additionne pas, il y a un coefficient multiplicateur. 40% des Français inquiets de faire des démarches sur Internet, c'est énormissime. C'est pas 5%, c'est pas 10%. 40% qui le disent. Je ne suis même pas sûr que tous le disent. Je ne suis pas sûr que tous le disent. Car comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des gens qui parfois n'osent même pas, même à travers des sondages, dire qu'en fait, bon, ils ont un petit problème. Quoi. Ils savent allumer l'ordinateur, certains pas tous, mais qu'après, juste il y a un problème. C'est qu'ils n'y arrivent pas, ils bloquent, ils n'osent pas le dire. Et
Et madame évoquait le fait qu'elle aidait sa grand-mère à faire des déclarations d'impôts, mais tous ne le disent pas. Certains se bloquent avant même de le dire. Et pourtant, c'est un passage obligé pour toutes les démarches de toute nature. Alors, on a beaucoup parlé de choc de simplification. J'aime bien le terme, simplification, choc parfois moins, parce qu'il y a des personnes fragilisées pour qui choc, c'est déjà un sujet. Parce que ça a été une rupture dans leur vie. C'était déjà compliqué avant, mais ce choc, ils l'ont pris. Ils l'ont pris dans la difficulté de vivre leur vie au quotidien. De nombreuses personnes sont en rupture numérique, mais qu'elles sont déjà en rupture linguistique, elles sont en rupture de lien social, elles sont en rupture... Et nous les connaissons bien, ces personnes-là. Alors, je ne veux pas revenir sur le débat que j'ai introduit tout à l'heure entre seniors et jeunes. Je le crois profondément. Je crois qu'on se trompe sur une partie de la jeunesse. On se trompe sur une partie de la jeunesse. Ils ont déjà des difficultés à faire des démarches. Accéder à une formation, accéder à un stage, accéder à un droit, accéder à un service, tout simplement. Tout simplement. Et en plus, comme ils sont dans un environnement où ça apparaît naturel d'être numérisé, je ne suis pas sûr qu'eux aussi ils le disent. Je ne suis pas sûr que tous le disent. Et évidemment, des personnes âgées dont on sait très bien qu'elles sont souvent un peu bloquées, pas forcément autant qu'on le dit d'ailleurs, mais certaines sont bloquées et vraiment bloquées. Celles-là, elles ne pourront pas franchir l'étape. Il faudra les accompagner parce qu'il y a un moment où c'est quand même compliqué de passer à... Alors, l'accessibilité aux services publics n'est plus déterminée dans le temps et dans l'espace. C'est un plus en soi. C'est bien de pouvoir faire ses démarches le soir quand on a fini de bosser ou le week-end quand on a fini de s'occuper d'un certain nombre de sujets familiaux. C'est bien de pouvoir le faire. C'est bien, sauf qu'on est seul face à cette démarche-là. Donc, il y a du plus et il y a effectivement cette problématique. Il ne faut pas voir que le moins, c'est évident. Hein, c'est que tout le monde travaille. Donc, dans la journée, quand les services publics étaient ouverts de 9h43 à 16h47 et 16h15 le vendredi, c'est compliqué. Parce qu'on bossait à cette heure-là. C'est dommage, mais on bossait. Bon. Donc, je n'y vois pas que du négatif. Mais en revanche, effectivement, il y a cette problématique-là que nous connaissons bien. Alors, je ne sous-estime pas non plus les raisons qui ont poussé à ça. C'est à la fois une simplification parce que le monde moderne est comme ça, c'est aussi des raisons budgétaires, des raisons d'économie. Les services publics ont des problématiques de moyens qui conduisent à réduire les effectifs ou à les concentrer sur d'autres sujets qui ne peuvent pas être traités. On peut le comprendre, toute structure gère sous contrainte de moyens. Les familles, les entreprises, l'État, les collectivités, tout le monde. C'est normal. Et je ne connais pas de structure qui n'ait pas de limite de moyens. Après, ça va où on les place. Et je dis un petit mot là-dessus qui me tient à cœur pour ceux qui me connaissent, c'est que l'euro investi, je dis bien, dans la médiation sociale, c'est un euro qui a une démultiplication qui est incroyablement supérieure à beaucoup d'autres emplois d'euros publics. Je le dis d'autant plus que j'ai beaucoup, ceux qui se connaissent, travaillé sur la gestion publique, et donc, y compris budgétaire, et que ceci, je le pense sincèrement. Et que quand on croit faire des économies sur certains sujets, alors même que les médiateurs qui sont dans cette salle ou dans d'autres instances interviennent en complément et parfois en remplacement de certains services publics, je pense que la moindre des choses, c'est de continuer à leur maintenir un petit peu de moyens pour qu'ils puissent fonctionner au minimum syndical, c'est-à-dire pouvoir apporter les services pour lesquels ils sont missionnés. Et que généralement, le rapport entre la subvention qui est accordée et ce qui pourrait être auparavant, ou qui était auparavant et qui pourrait être remplacé par des acteurs publics au sens fonctionnaire, qu'ils soient de collectivités locales ou de l'État, je pense que le rapport, s'il était analysé, serait intéressant, car il serait là aussi de multiples. Donc, je défends l'utilisation prioritaire d'emplois publics au sens emploi aidé pour la médiation, et je défends le fait que les collectivités dans leur ensemble apportent leur soutien. Les entreprises le font, je souhaiterais qu'elles continuent bien évidemment, mais on ne peut pas faire s'il n'y a pas les 3 tiers à la pagnole. État, différents acteurs publics, et puis les entreprises. Alors, je reviens aux principes fondamentaux. Il y a dans la notion de service public, pour ceux qui l'ont étudié, il y a 3 caractéristiques. La continuité du service, l'adaptation aux évolutions et l'égalité. Principes qui me sont chers et qui sont chers sûrement à beaucoup d'entre vous. Alors, la continuité du service public, elle existe, modulo ce que j'ai évoqué sur la problématique de couverture du territoire d'une part et des horaires d'accès au service public. Bon, on peut considérer que le numérique ne les perturbe pas, bien au contraire. Au contraire, il étend la plage horaire
et il devrait permettre d'avoir plus d'accès. L'adaptation aux évolutions, le numérique, c'est typiquement ce genre de choses. S'il n'y avait pas de numérisation des services publics, on passerait à côté de quelque chose. La France ne va pas être le seul îlot au monde où ce genre de choses n'existe pas. Ça serait quand même assez baroque. L'égalité, en revanche, est chahutée. Je ne dis pas qu'elle est cassée, elle est chahutée par ça. Et donc, pour répondre à cela, il faut prendre la mesure. Moi, j'avais dit au départ qu'il y avait plus de 10 millions de Français qui étaient en difficulté avec le numérique. Les sondages disent 13 millions. Enfin, l'extrapolation des sondages disent 13 millions. Je ne sais pas si c'est 10, 12 ou 13. De toute façon, c'est énorme. Ça veut dire que la problématique, elle n'est pas du tout marginale et qu'on est au devant d'un chantier qui est incroyablement important, mais qui aussi est enthousiasmant, parce que ça veut dire qu'on est au cœur d'une problématique nouvelle et qui renouvelle nos challenges et nos enjeux. Et conscient de cette difficulté, le secrétaire d'État au numérique a dévoilé une stratégie nationale de numérique le 28 mai dernier, et dans laquelle il a inclus cette dimension-là. Donc, il a inclus autour de deux mots qui me tiennent à cœur, que j'ai indiqué tout à l'heure, que je veux reprendre dans ma conclusion, qui sont le collectif et l'humain. Alors, remettre l'humain au centre. Beaucoup d'entre vous l'ont évoqué au cours de la discussion. À travers la numérisation et ce qu'on a appelé la fracture numérique, il y a effectivement un risque de rupture de l'humain. L'humain ne serait plus le lien permanent qui permettrait de. Cette proximité physique, elle n'existerait plus. Il n'y aurait plus suffisamment d'accompagnement vers l'autonomie. C'est le rôle, notamment des PIMS, pour faire ce travail-là et de l'ensemble des médiateurs qui existent. Mais aussi, face à l'ampleur des besoins, et je le soulignais à l'instant, je pense que toutes les parties prenantes doivent davantage travailler en réseau. Ça a été rappelé par Madame de France Médiation. Je pense que c'est très important que l'État, les collectivités locales, quand on rencontre des maires, ils sont au bord de la fracture de ce point de vue-là, du mal à remplir leur mission à travers leurs services. Les associations locales créent des alliances, mutualisent les moyens et permettent cette action collective qui est le deuxième pilier. Moi, j'en ai que deux, je suis désolé. Qui est le deuxième pilier auquel je crois, c'est-à-dire l'humain et le collectif. Et des dispositifs existent. On a commencé à les construire. Ils existent à travers les acteurs de la médiation. Aujourd'hui, on est à l'Union des PIM, mais il y a l'ensemble des acteurs des MSAP, des PSP, qui réalisent un grand travail de fond. Ils doivent être soutenus. Ils doivent avoir des moyens. Il ne s'agit pas on ne parle pas de milliards d'euros, on parle de quelques millions d'euros pour faire fonctionner ces acteurs essentiels du tissu local. Et à l'heure où on challenge l'efficacité des aides sociales, je pense qu'investir dans l'accès ou dans l'inclusion numérique est un très, très bon investissement. Et donc, je voudrais qu'on donne un petit coup de main pour aider ceux qui aident les gens à cliquer à fonctionner normalement. Donc, en conclusion, innover pour les services qui articulent une gestion des données et l'inclusion des isolés, c'est un beau défi. C'est un défi qui est le nôtre. L'État, les opérateurs se modernisent, les acteurs de terrain que sont les PIMS sont prêts. Ils l'ont mis au cœur de la stratégie, ils le développent, ils forment les formateurs. J'ai un pari que je voudrais partager avec vous, c'est qu'une dynamique collective se crée pour faire du numérique, avant tout, un multiplicateur d'accès au droit, alors même qu'on a un risque de division. Et je pense que cet enjeu de multiplication d'accès au droit humain et collectif, c'est un beau défi pour nous pour demain. Voilà. Merci. Merci à vous surtout. Avant de passer à la séquence suivante, je voulais, parce qu'après je ne reprendrai pas la parole, je voulais remercier tous ceux qui ont permis que cette matinée se déroule de façon intéressante, j'espère pour vous. Moi, je l'ai trouvée passionnante. Alors, je ne vais pas citer tout le monde, je vais surtout citer du collectif. Il y a d'abord quand même deux personnes que je vais citer, c'est-à-dire Benoît Bourrat et la star du matin qui est Jean-Hugues Herman. Ouais, vous pouvez. Derrière la fluidité, il y a un peu de travail. Notre animateur qui a sympathiquement fait en sorte que les débats se déroulent, l'ensemble des personnes techniques qui nous accueillent aujourd'hui ou de la communication, hein, qui ont fait que ça se passe bien.
Et tout à l'heure, nous aurons une collation sympathique, j'espère. Et puis, surtout, à l'ensemble des intervenants, je vous remercie beaucoup d'avoir fait que cette matinée soit vivante, sympa et j'espère, riche d'enseignements. Donc, je vous revends la parole. Merci. Merci, Olivier Grimbert. Merci à vous. Donc, on va